Alors, t'as une idée? Non, aucune. Et toi? Non, non plus, rien du tout. Oh mais bon sang, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'on va faire pour faire une vidéo sur les mystères d'Harry Potter si on n'a pas de mystère à résoudre? Ouais, surtout que moi de mon côté, je refuse catégoriquement de vivre dans un monde où c'est toi le champion, hein. Étant donné que la dernière fois c'était toi qui avais gagné, non, c'est pas tolérable, il faut absolument qu'on refasse un duel de mystère. Et en même temps, au bout de 5 épisodes, hein, fallait bien que ça finisse par arriver. Ouais, faut croire qu'on a épuisé toutes les questions sans réponse autour d'Harry Potter. Il faut se rendre à l'évidence, cette saga n'a plus aucun secret pour nous. Comment osez-vous? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, c'est un rebondissement! Qu'entends-je? Ainsi donc vous, pauvres mortels, pensez être de taille à me défier? Hein, de quoi? Te défier? Mais de quoi tu parles? On sait même pas qui t'es! Je suis le tout-puissant Vladimir, tourbillon des étoiles, gardien des secrets et protecteur des mystères du monde magique! Trop long, on t'appellera le Nabo. Oui, d'accord, si vous voulez. Alors comme ça, vous pensez avoir percé tous les mystères de la saga Harry Potter, hein? Alors comme ça, vous pensez avoir tout compris à l'histoire? Eh bien sachez, misérable, qu'il n'en est rien! Et je vais vous le prouver! Attends une petite minute, le Nabo. Est-ce que c'est moi ou t'es en train de nous lancer un défi, là? C'est bien plus qu'un simple défi. Vous m'avez manqué de respect, et maintenant vous allez en payer le prix. Ce que je vous propose n'est rien d'autre qu'un combat à mort! Un quoi? Oh mais dis donc, j'ai oublié que j'ai un truc à faire, moi, il faut que je vous laisse. Reviens ici tout de suite, tu restes là, toi. Et merde. Non mais t'es malade, on va pas faire un combat à mort! Et pourquoi ça? Mais parce qu'on va te massacrer, Nabo! Tu fais clairement pas le poids! Oui, tout compte fait, on sait pas vraiment s'il est dangereux ou pas, donc je te propose de revenir à son vrai nom si tu veux bien. Les règles sont simples. Je vais vous soumettre un mystère, l'un des plus durs qui n'ait jamais été vu, de mémoire de sorcier. Et si vous ne trouvez pas la réponse, vous le payerez de vos vies! Oh non, t'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit que c'était les mystères les plus durs qu'on ait jamais entendus de toute notre vie. Oh, cette fois, c'est la fin! On va mourir ici! Ah. Quoi, c'est tout? Un mystère seulement? Pff, allez, c'est bon, c'est comme si on avait déjà gagné, c'est plié. Très bien, alors ce sera 2 mystères dans ce cas. Non mais tu nous as regardé un peu, tu nous prends pour qui, là? 3 mystères! Mais arrête de le provoquer, enfin, t'es fou, qu'est-ce qui te prend? Ouh, 3 mystères, maman, j'ai peur! Va falloir faire un effort parce que ça devient insultant, là. Mais tu vas te taire! Entendu! Puisque c'est ainsi, ce sera donc 4 mystères. Ni un de moins, ni un de plus. Les 4 mystères les plus difficiles à résoudre du monde! Ah, bah voilà, enfin, là on cause. Ok, super, on est mort. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, le Nabo, on y va, c'est parti! Let's go! Ah, bah quand même! Mystère numéro 1. Pourquoi les mange-morts s'appellent-ils les mange-morts? Merci le Nabo pour cette excellente question. Mais c'est tout naturel. Après tout, c'est vrai que la question est légitime. Pourquoi est-ce que les serviteurs de Voldemort s'appellent des mange-morts? Est-ce que c'est parce qu'ils mangent des gens qui sont morts? Est-ce que c'est des cannibales? En tout cas, c'est ce que pensent certaines personnes, parce que d'après une théorie qu'on peut trouver sur internet, ce serait l'une des étapes les plus importantes lors de la création des Horcruxes de Voldemort. Il faut que les serviteurs de Voldemort dévorent ses victimes. Une théorie qu'on doit principalement au fait qu'on ne sait pas vraiment comment il faut s'y prendre pour créer un Horcrux, et surtout au fait que J.K. Rowling elle-même, qui a toujours refusé de dévoiler cette information, se dit horrifiée par ce qu'il faut faire pour en créer un. Et la seule fois où elle l'aurait raconté, ce serait à son éditeur, qui, d'après la rumeur, a failli vomir en l'entendant tellement c'est dégueulasse. Mais sauf que malheureusement, ou heureusement en l'occurrence, je sais pas, ça dépend comment on voit les choses j'imagine, eh bien c'est pas possible, ça ne tient pas du tout. Déjà parce qu'on n'a jamais eu, que ce soit dans les livres ou dans les films, aucun indice qui nous indique que les mange-morts mange des morts, du coup. Peut-être que si t'en croises un, il va te faire manger tes morts, mais là, ça n'a rien à voir, c'est une expression. Mais surtout parce que ces premiers Horcruxes, Voldemort les a fait tout seul. Et en plus, si c'était le cas, je me demande bien comment Harry lui-même aurait pu devenir un Horcrux. Et comme si c'était pas suffisant, les mange-morts ne sont pas au courant que les Horcruxes sont des Horcruxes. Bellatrix, elle est chargée de garder la coupe de Poufsouffle, mais elle ne sait pas que c'est un Horcrux. Et pareil pour Lucius, qui lui est chargé de garder le journal de Gédusor. Or, s'ils avaient vraiment participé à leur création en dévorant les victimes de Voldemort, je pense que la moindre des choses, ce serait qu'ils soient au courant qu'ils ont fait ça. Donc en gros, bref, vous aurez compris, c'est pas possible, c'est pas ça. Je le savais! Vous n'avez pas trouvé! Eh, plein minute, j'ai pas fini. Parce que certes, c'est pas pour ça qu'ils s'appellent les mange-morts, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'ils ne se sont pas toujours appelés comme ça. Puisqu'au départ, les mange-morts s'appelaient les chevaliers de Walpurgis. Et là-dessus, on pourrait dire vraiment beaucoup de choses en réalité, et peut-être même qu'on en fera une vidéo tout entière rien que sur ça d'ailleurs. Mais comme ça va
pas vraiment nous faire avancer sur notre question, à savoir pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les Mange-Morts et donc pas les Chevaliers de Walpurgis. Pour l'instant, on va ranger ça dans un coin et on y reviendra peut-être une autre fois. Par contre, pour comprendre pourquoi les Mange-Morts s'appellent les Mange-Morts, je pense que le mieux c'est de commencer par se poser une question hyper simple. C'est quoi exactement un Mange-Mort? Bah c'est simple, c'est juste un serviteur de Voldemort, non? Et non papy, c'est pas juste ça. Parce que Voldemort, il a tout un tas de serviteurs qui vont du rafleur aux créatures des ténèbres comme les détraqueurs, et parmi eux, seule une toute petite partie peut se payer le luxe de se faire appeler les Mange-Morts. Et ils ont tous un point commun qui fait que ce sont eux les Mange-Morts et personne d'autre, c'est qu'ils ont tous reçu de la part de Voldemort lui-même la marque des ténèbres. C'est littéralement le symbole qui les rassemble tous. Et si on la regarde vraiment bien, eh bien qu'est-ce que ça représente? C'est un crâne qui mord la queue d'un serpent. Et la formule pour la faire apparaître dans le ciel, c'est morse mordre, littéralement mordre la mort. Bah oui, mais sauf que là, c'est le serpent qui se fait mordre, c'est pas le crâne. Donc ça marche pas très bien ton truc, et puis ça explique pas du tout pourquoi on les appelle comme ça. Alors oui, je suis d'accord, ça marche pas très bien effectivement si on considère que le crâne, c'est ça qui représente la mort. Mais et si c'était pas le cas? Et si en fait ce qui représente la mort dans la marque des ténèbres, c'était plutôt le serpent? Comment ça? Eh ben bouge pas, tu vas voir. Pour comprendre ça, il faut qu'on revienne sur quelque chose de très important et pourtant de très souvent oublié dans l'histoire d'Harry Potter. Et cette chose, c'est le lien très étroit qui existe entre la magie et l'alchimie. Parce que c'est pas pour rien que le nom du premier tome de Harry Potter, en anglais, est The Philosopher's Stone, et que Nicolas Flamel y tient une place si importante. C'est parce que l'alchimie et la quête de la pierre philosophale représentent à merveille ce que Voldemort désire le plus au monde, l'immortalité. Et le symbole de l'alchimie par excellence, c'est celui-là, ça s'appelle l'Ouroboros, qui représente un serpent, ah, tiens donc, qui se mord la queue et qui symbolise le cycle de la vie, la tête du serpent étant la naissance et la queue, la mort. La queue du serpent, dans l'alchimie, ça représente la mort. Et le but de Voldemort, c'est précisément de briser ce cycle pour faire disparaître la mort finalement. C'est pour ça qu'il fait des Horcruxes, c'est pour ça qu'il cherchait à tout prix la pierre philosophale dans le premier, c'est pour ne pas mourir. Ce qui fait que la marque des ténèbres, ça représente avant tout un Ouroboros, un cycle de la vie, mais brisé, et dont l'extrémité symbolisant la mort, la queue donc, est dévorée par un crâne. Et si vous êtes très attentif, vous savez que Voldemort est l'héritier de Salazar Serpentard, et où Voldemort, enfin, Tom Jedusor en l'occurrence, a-t-il vu pour la première fois un serpent sortir d'une bouche, ce qui lui a très probablement inspiré le motif de la marque des ténèbres, dans la chambre des secrets, la première fois qu'il a libéré le basilic et qu'il l'a vu sortir de la bouche de Salazar Serpentard. Et là, on a toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent. C'est pour ça que ces Mange-Morts s'appellent des Mange-Morts. C'est parce que la quête de Voldemort est de vaincre la mort, et que si la queue du serpent représente la mort d'après le signe de l'Ouroboros, alors Serpentard, en ayant un basilic qui lui sort de la bouche, est littéralement celui qui a mangé la mort, et comme lui il en est l'héritier, lui aussi. Et voilà, mystère numéro 1 résolu. Oui, effectivement, bien joué tous les deux. Mais ce n'est que le début. Voyons à présent comment vous vous débrouillez avec ça. Mystère numéro 2. Comment se fait-il que Peter Pettigrew soit chez Gryffondor? Ah, pas mal, parce que c'est vrai qu'effectivement, si on reprend un petit peu les valeurs portées par la maison Gryffondor, à savoir la chevalerie, la détermination ou encore le courage, eh ben le moins qu'on puisse dire, c'est que Peter Pettigrew ne coche pas vraiment les cases. Absolument toutes les décisions de toute sa vie ont été prises par la peur, donc déjà le courage ça part à la poubelle, et si on se fie au fait qu'il a rejoint les Mange-Morts, bon, bah on va dire que la chevalerie c'est pas vraiment sa tasse de thé non plus, hein. Et pour ce qui est de la détermination, à part celle de vouloir absolument rester en vie, un point commun qu'il partage avec Voldemort d'ailleurs, soit dit en passant, il en a pas vraiment non plus. Je veux dire, c'est pas comme s'il avait un objectif ou un projet particulier. C'est pas comme s'il était déterminé à atteindre un but. Donc forcément, la question qu'on se pose tous, bah qu'est-ce qu'ils font à Gryffondor? Pourquoi est-ce qu'il a pas plutôt été placé à Serpentard? Et en fait, le truc, c'est qu'il faut surtout pas tomber dans le piège le plus évident dans lequel il faut surtout pas tomber, penser que Gryffondor égale gentil et Serpentard égale méchant. Parce que si maintenant on regarde les valeurs portées par la maison Serpentard, qui sont la ruse, l'ambition et l'ingéniosité, est-ce qu'on peut dire que ça lui va vraiment mieux au final? D'abord, est-ce qu'il est rusé ou ingénieux? Eh bah pas vraiment. C'est plutôt un empoté, Peter, qui sait pas faire grand-chose de ses 10 doigts. Parce que ok, on pourrait croire qu'il est malin, après tout il a quand même réussi à se faire passer pour mort pendant des années, il a réussi à faire accuser Sirius Black de tous ses crimes à sa place avant de prendre la forme d'un rat pendant les 12 prochaines années, mais c'était pas tellement de la ruse au final, c'est surtout
surtout qu'il avait la trouille et qu'il s'est planqué pendant 12 ans. Et pour ce qui est des 12 moldus qu'il a assassinés en provoquant une explosion avec sa baguette quand il essayait d'échapper à Sirius Black, là pareil, je pense qu'il savait pas du tout que ça allait faire accuser Sirius Black à sa place au départ. Je pense que c'est surtout qu'il a complètement paniqué, qu'il a balancé un sort au pif derrière lui, ça a pété, ça a tué 12 moldus, et comme Sirius Black était là au même moment, bah malheureusement c'est lui qui a été accusé. Mais à la base, c'était surtout un énorme coup de panique parce qu'il était poursuivi par Sirius qui voulait le buter. Oui, mais bon, il est quand même un petit peu ambitieux, non? Parce qu'il a quand même réussi à faire renaître le Seigneur des Ténèbres tout en sacrifiant sa propre main. Excuse-moi, mais c'est pas rien. Oui, c'est vrai. Sauf que si on y regarde d'un peu plus près, bah c'était pas non plus de l'ambition, ça. C'était surtout, et encore une fois, de la peur. Parce que sinon, si son ambition, ça avait vraiment été de ramener le Seigneur des Ténèbres à la vie, est-ce qu'il aurait vraiment attendu 12 ans pour le faire? Je ne crois pas. Il y serait sûrement allé beaucoup plus tôt que ça. En fait, la seule raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce que Sirius et Lupin l'ont démasqué et que maintenant ils savent que c'est lui Croutard et qu'ils cherchent à le tuer. S'il veut ramener le Seigneur des Ténèbres, c'est pas par ambition de ramener le Seigneur des Ténèbres, c'est parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour échapper à ses anciens amis. C'est parce qu'il veut que Voldemort le protège. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, même lui il le dit. Tu es revenu vers moi non par loyauté, mais par crainte de tes anciens amis. Tu as mérité cette souffrance, Queue de Verre. Tu le sais, n'est-ce pas? Donc est-ce que la maison Serpentard lui va bien? Eh bah pas vraiment non plus. Et en fait, il est là le problème avec Peter Pettigrew. C'est qu'aucune maison ne lui correspond vraiment. Il est ce qu'on appelle un authentique choix-peau flou. Un sorcier pour lequel le choix-peau a très longtemps hésité avant de le caler dans une maison, plus de 5 minutes pour être précis, ce qui est très rare, parce que ça n'arrive en moyenne qu'une seule fois tous les 50 ans. Et si on essaye un petit peu de se mettre à la place du choix-peau, bon, déjà, est-ce que Poufsouffle ça lui irait bien? Poufsouffle, la première valeur, c'est la loyauté. Bon bah non. Mais peut-être alors Serre d'Aigle dans ce cas, qui rassemble les élèves studieux et intelligents. Bon bah non plus, hein, non mais alors là, mais jamais de la vie. Ce qui fait qu'il ne reste que Serpentard et Gryffondor, et comme on vient de le voir, bah ça va pas non plus. Alors on fait quoi avec ce mec qui va littéralement nulle part? Et c'est pas la première fois qu'on voit le chapeau hésiter. Hermione aussi a été difficile à placer parce qu'il a fallu quelques minutes avant que le chapeau ne l'envoie à Gryffondor, parce qu'au départ, il hésitait avec la maison Serre d'Aigle. Et on comprend très bien pourquoi. Il y a eu aussi Neville qui a failli se retrouver à Poufsouffle, et pareil, on comprend pourquoi, il a des qualités de Poufsouffle, Neville. Mais là, c'était différent avec Peter Pettigrew. Parce que pour ces deux-là, le choix-peau a hésité parce qu'ils avaient des qualités qui étaient compatibles avec les deux maisons qui ont fait l'objet de l'hésitation. Alors que le problème avec Peter Pettigrew, c'est l'inverse. C'est qu'il a aucune qualité d'aucune maison. Et pourtant, il va bien falloir le caser quelque part. Et le choix-peau magique est formel. Il ne s'est pas trompé en envoyant Peter Pettigrew à Gryffondor. Mais alors, pourquoi? Eh bien en fait, la réponse, elle est assez simple. C'est parce que le choix-peau ne s'est pas demandé dans quelle maison il allait briller, dans quelle maison il allait exprimer tout son talent, principalement parce qu'il en a pas. Il s'est demandé dans quelle maison il a une chance de se développer dans la bonne direction. Et puisque son plus gros défaut, c'est d'être un trouillard, l'envoyer à Gryffondor, la maison des courageux, c'est lui offrir l'opportunité de côtoyer tous les jours des élèves qui sont courageux, et donc auprès de qui il pourra, avec un peu de chance, devenir lui-même courageux à son tour. Et d'autre part, le maître à Gryffondor, c'est aussi le maître dans une maison où il y a des élèves qui auront la patience et le courage de s'occuper de lui quelque part, qui vont pouvoir l'aider. Surtout qu'une autre des qualités de la maison Gryffondor, c'est la chevalerie. Donc à Gryffondor, Peter Pettigrew sera avec des élèves qui ne le laisseront pas sur le carreau, et qui vont accepter de venir à son aide. Et qui sait, croisons les doigts, l'emmener à devenir lui aussi un véritable Gryffondor. Donc en effet, le choix-peau ne s'est pas trompé en l'envoyant là-bas. C'était même le meilleur choix qu'il pouvait faire. Parce que s'il n'y avait pas eu Voldemort qui a provoqué un vent de panique dans le monde des sorciers, ce qui a un petit peu tout chamboulé et foutu le bordel, ça aurait marché parce que Peter Pettigrew s'était entouré de gens courageux. Que ce soit James ou Sirius ou même Lupin, c'étaient tous des élèves très courageux, que Peter admirait énormément et à qui il voulait ressembler. Et de ce fait, il y a fort à parier que sans l'intervention du Seigneur des Ténèbres, Peter Pettigrew serait sans doute devenu quelqu'un de bien, Peter Pettigrew serait sans doute devenu un véritable Gryffondor. Un petit peu comme Neville qui n'était pas très courageux lui non plus au début de l'histoire, mais qui a fini par devenir l'un des sorciers les plus Gryffondor-friendly de toute sa maison, parce qu'il a développé toutes ses qualités au fur et à mesure des années, à force de côtoyer des gens qui les ont. Ce qui nous amène, si je ne m'abuse, à 2 mystères résolus sur 4. Et dis donc le Nabo, t'avais pas dit que ce seraient les mystères les plus difficiles qu'on ait jamais vus de notre vie? Non, parce qu'on s'ennuie ferme là, va falloir faire un effort, hein. Je dois l'admettre, je vous ai sous-estimé, il semblerait. Mais maintenant, c'est fini la rigolade.
rigolade. Ah bah bravo, tu vois, à force de le provoquer, tu l'as énervé. Bah j'espère que t'es content. Mais non, t'inquiète, tu vas voir, ça va bien se passer. Allez, vas-y, balance. On passe au niveau supérieur avec un nouveau mystère absolument insoluble. Craignez la toute-puissance de Vladimir Tourbillon des Étoiles et subissez mon châtiment. Mystère numéro 3. Pourquoi les sorciers n'utilisent-ils pas plus souvent la Felix Felicis, en particulier pendant la bataille de Poudlard? Oh, sérieux, c'est ça ton mystère? Mais comment ça? Non mais je reconnais que c'est bien tenté, franchement il y a de l'amélioration par rapport à quand c'était Papy qui me posait des mystères, où là c'était franchement toujours ultra facile. Hey. Mais le truc c'est que je commence à avoir un tout petit peu l'habitude, et du coup même si celui-là il paraît un petit peu complexe au premier abord, je pense connaître la réponse. Eh bien je vous écoute, allez-y. Vous le savez, la Felix Felicis est une potion qui s'appelle également la chance liquide. Et pour le coup elle porte extrêmement bien son nom, puisque c'est littéralement ce qu'elle fait. C'est une potion qui donne à celui qui la boit une chance incroyable pendant les 12 prochaines heures de sa vie. Et je suis d'accord, la question qui se pose automatiquement du coup c'est la suivante, c'est pourquoi les sorciers n'utilisent pas tout le temps la Felix Felicis pour avoir systématiquement tous les jours une journée idéale, et surtout pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas utilisé pendant la bataille de Poudlard où ça aurait quand même été vachement utile, non? Et si on en croit Zygmunt Budge, le créateur de la Felix Felicis en personne, et qui possède un nom vraiment super difficile à prononcer, mon invention, mon chef-d'œuvre, le couronnement de ma carrière, la chance en bouteille. Préparée correctement, cette potion portera chance à celui qui la boit. Une consommation excessive est hautement toxique et peut entraîner une imprudence extrême. Les fans de Quidditch ont rapidement protesté, affirmant que cette potion qui porte chance était injuste. Et l'utilisation de ma potion a été interdite à juste titre lors de toutes les compétitions, à l'exception du tournoi de fabrication de potions bien entendu. Donc déjà, la Felix Felicis est toxique quand elle est consommée trop régulièrement, ce qui explique du coup dans un premier temps pourquoi est-ce qu'ils n'en boivent pas souvent. Le professeur Slughorn qui nous présente cette potion dans Le Prince de Sang Mêlé n'en a lui-même bu que 2 fois dans toute sa vie, qualifiant au passage ces 2 jours de journée absolument parfaite. Donc premièrement, concernant la fréquence de son utilisation, et bah déjà, c'est pour ça. Mais en revanche, ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé la potion Felix Felicis pendant la bataille de Poudlard, ou quand ils avaient besoin de remplir une mission quelconque pour lutter contre Voldemort, parce que ça pour le coup c'est plutôt ponctuel comme utilisation, ça a l'air plutôt raisonnable. Et là on pourrait se dire que c'est à cause de la préparation de la potion en elle-même peut-être, parce qu'il faut savoir que c'est une potion particulièrement difficile à préparer, que si elle est foirée le résultat est catastrophique, puisqu'elle provoque exactement l'inverse de ce qu'elle était censée faire, donc en gros elle vous donne la poisse pendant les 12 prochaines heures, et comme si c'était pas suffisant, c'est aussi une potion qui nécessite des ingrédients extrêmement rares, donc peut-être que c'était tout simplement pas possible d'en faire pour la bataille. Sauf qu'on sait aussi que pour un simple cours de potion magique, Slughorn, qui sait donc la préparer sans le moindre problème, en a préparé tout un chaudron uniquement pour la montrer à ses élèves, et en donner un tout petit flacon à celui qui réussirait le cours du jour. Donc si Slughorn a pu en préparer autant juste pour ça, je pense que c'était pas exagéré de lui demander d'en refaire un chaudron pour une bataille hyper importante, ou que si on la perd, c'est Voldemort qui va diriger le monde. Oui, c'est vrai, mais sauf que je crois qu'il y a quand même un autre problème avec cette potion. Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah déjà c'est qu'elle se conserve pas très longtemps et qu'il faut au moins 6 mois déjà pour la préparer. C'est même ce que dit Severus Rogue dans Le Prince de Sang Mêlé. Donc à moins d'être capable d'anticiper qu'ils vont se faire attaquer par Voldemort précisément dans 6 mois, c'est pas évident. Et on nous dit également que si on la laisse trop longtemps au repos et qu'on finit par la boire après, bah elle n'est plus bonne du tout et elle finit par nous attirer des ennuis. Alors qu'à la base c'est quand même censé nous porter chance. Ouh, et voilà, c'est bon, mystère résolu, ça fait 3. Allez, on est presque sauvés, courage. Eh oui papy, c'est bien, sauf que non en fait, j'ai peur que ce soit pas si simple que ça. Oh mais non, mais c'est pas vrai. Effectivement, c'est ce qu'on peut lire dans Le Prince de Sang Mêlé, sauf qu'encore une fois, je vous rappelle que Slughorn avait largement les ingrédients pour en faire un chaudron tout entier, et ce, pour un simple cours, donc un truc important, mais pas tant que ça finalement. Donc c'est qu'ils doivent en avoir largement assez des ingrédients. En tout cas, j'imagine au moins assez pour en refaire un chaudron quand même. Il aurait quand même pas dilapidé l'intégralité de la réserve des ingrédients les plus rares uniquement pour faire une démonstration à ses élèves. Déjà qu'on sait pas très bien ce qu'il a fait du reste du chaudron une fois qu'il a donné la petite fiole à Harry, et comme de toute façon ils savent qu'à un moment donné il risque fort de se faire attaquer par Voldemort, bon bah pour éviter d'en gâcher trop, du coup on n'est pas obligé d'en faire à chaque fois un énorme chaudron. Pourquoi ne pas tout simplement en faire une petite quantité assez régulièrement de temps en temps, pour être sûr d'en avoir quelques fioles sous la main le jour où Voldemort va se pointer. D'ailleurs, même les mange-morts n'en prennent pas quand ils attaquent Poudlard. C'est bien la preuve que personne n'a eu envie d'en prendre pour aller se battre. Mais dans ce cas-là, il doit bien y avoir une raison. Et je sais très bien ce que vous pensez. Vous vous dites que c'est parce que J.K. Rowling, elle a introduit une potion qui porte chance,
chance, mais en introduisant l'existence de cette potion dans son univers, bah elle s'est bien mise dans la merde parce que du coup, bah ça crée une énorme incohérence pour la bataille. Et je le pensais aussi moi avant, sauf qu'en réalité, si on prend 5 minutes pour y réfléchir, il se trouve que ce n'est pas du tout incohérent. Et pour comprendre pourquoi, il suffit de se pencher sur une question, eh bien, toute bête. Que fait la Felix Felicis? Quel est l'effet de la potion? Son créateur le dit lui-même, c'est une potion qui donne de la chance à celui qui en boit, et elle est interdite dans les tournois. Donc il n'y avait pas de risque à l'utiliser dans un tournoi, dans lequel des gens s'affrontent, c'est même pour ça que ça a été interdit, c'est parce que des sorciers avaient sûrement abusé en utilisant pendant les compétitions, mais alors que des sorciers utilisaient la Felix Felicis dans un tournoi, dans une bataille d'un seul coup, personne n'en utilise. Alors que pourtant, on est quand même sur le même principe, hein, c'est deux camps qui s'affrontent pour gagner la victoire. Et pour le coup, dans une bataille, bah on s'en fout un peu des règles, hein. De toute façon, le but, ça va être de tuer le mec en face, donc s'il y a bien un truc où tous les coups sont permis, je pense que c'est bien une bataille. Mais la différence, c'est que dans une bataille, chaque participant va risquer sa vie. Dès qu'on y est, on risque de mourir. Et la Felix Felicis, vous vous souvenez, elle vous donne de la chance pendant les 12 prochaines heures, en vous faisant prendre toutes les décisions nécessaires pour vous donner de la chance, à vous et à vous seul, pour atteindre votre objectif, à vous. Or, dans une bataille, le principal objectif d'absolument n'importe qui, ce n'est pas de vaincre l'adversaire à tout prix, ou de faire triompher son équipe. Le premier objectif de chaque individu, c'est de survivre. Et c'est pour ça que personne ne prend de Felix Felicis avant la bataille de Poudlard. C'est parce que si on en prend, on prend également le risque d'abandonner nos compagnons, de fuir le danger pour assurer sa propre survie. Parce que ce serait la meilleure décision à prendre si notre objectif, c'est de survivre. Sauf que là, il faut impérativement que tout le monde accepte de se mettre en danger. Et ce, même s'ils ont peur, même s'ils ne pensent qu'à s'enfuir. Il faut à tout prix que tout le monde reste. Et qu'ils réussissent à passer au-dessus de leur objectif personnel, survivre, pour donner une chance à l'objectif commun d'être atteint, vaincre Voldemort. Lors d'une bataille, absolument tout devient confus. Même les pensées des combattants. Rien n'est clair dans tout ça. Parce que même si au départ, avant que ça commence, on peut sincèrement avoir l'intention de rester pour se battre, une fois que c'est parti, c'est le bordel, tout s'embrouille et rien n'est clair. Or, pour consommer de la Felix Felicis, il est nécessaire d'avoir une idée extrêmement claire et précise de ce qu'on veut faire. Ce qui ne sera plus du tout le cas lorsque la bataille commencera. Parce que dans une bataille, tout change absolument tout le temps. Voilà pourquoi personne n'a consommé de la Felix Felicis avant la bataille de Poudlard. Et avec celui-là, ça ne fait pas 1, ni 2, mais 3 mystères résolus pour la famille Nixes. Oh oui, super, on a une chance de s'en sortir maintenant, je suis fier de toi, mon grand. Oh, c'est vrai? Mais bien sûr, et puis c'est vrai, je sais qu'on s'engueule souvent, mais au fond, tu sais, je tiens beaucoup à toi. Et c'est sûrement ma manière à moi de ne pas montrer mes véritables sentiments à ton égard. Parce que je suis pas très à l'aise avec les débordements d'émotions. Mais tu sais, tu me prouves tous les jours que tu es un grand sorcier. Et je te le dis jamais, je sais, je devrais le dire plus souvent, c'est vrai, mais... Petit... Je t'ai... Eh oh! Vous êtes au courant que je suis toujours là et que vous êtes pas tiré d'affaire? Mais la ferme-toi! Non mais c'est pas vrai! Tu viens complètement de bousiller ma séquence émotion, non mais c'est pas vrai! Mais quel connard celui-là! Pour une fois qu'on n'était pas en train de gueuler! Ah, mais, Pauvre débile! Abruti! mais ça suffit! Vous le voulez ce mystère ou pas? Mais ouais, vas-y, envoie, qu'on en finisse! Mystère numéro 4. Comment Voldemort a-t-il bien pu récupérer sa baguette? Et voilà, vous avez perdu. Inclinez-vous devant votre maître et préparez-vous à accueillir mon châtiment divin. Tu lui dis ou c'est moi qui m'en charge de lui dire qu'on peut tout expliquer? Inclinez-vous, j'ai dit. Vous le savez, quand Voldemort s'est rendu à Godric Hollow pour tuer les Potter, pour tuer Harry, l'élu de la prophétie, qui était censé être le seul à pouvoir vaincre le Seigneur des Ténèbres, il a perdu tous ses pouvoirs, son corps a été détruit et il a été réduit à l'état de simple spectre, qui ne pouvait absolument plus rien faire et qui était plus faible que le plus faible de tous les fantômes d'après Voldemort lui-même. Et quand il revient à la vie dans Harry Potter et la Coupe de Feu, quand il retrouve son corps, il retrouve par la même occasion sa baguette magique, la même que celle qu'il avait quand il a tué les Potter. Sauf que forcément, c'est bizarre. Parce que du coup, comment il a fait pour la récupérer? Parce qu'a priori, si son corps a été détruit chez les Potter, il y a de fortes chances que sa baguette, elle soit tombée là-bas. Et qu'elle y soit restée au moins jusqu'à l'arrivée de Hagrid et Sirius Black, quand ils ont débarqué là-bas pour venir récupérer Harry. Et comme
on sait que c'était eux les premiers arrivés sur place, puisqu'ils sont arrivés immédiatement après l'attaque, on peut facilement se dire qu'au passage, ils ont trouvé la baguette de Voldemort. Déjà parce que c'est une scène de crime, hein, et la première chose qu'on fait quand on arrive sur une scène de crime, c'est chercher l'arme du crime, et en l'occurrence, elle était juste là, mais aussi parce que comme je viens de le dire, ils sont venus pour chercher Harry, et comme le corps de Voldemort a été détruit quand il essayait de tuer Harry, forcément la baguette de Voldemort, elle devait se trouver juste à côté de Harry. Donc quand Sirius et Hagrid sont venus le chercher pour ensuite l'emmener chez les Dursley, ils ont forcément dû trouver par terre la baguette de Voldemort. Donc ce serait quand même étonnant que ce soit pas l'un de ces deux-là qui l'ait ramassé. Mais alors du coup, c'est lequel? Est-ce que c'est Sirius ou est-ce que c'est Hagrid? Et comment se fait-il qu'elle se retrouve entre les mains de Lord Voldemort à la fin de la Coupe de Feu? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, ce qu'on sait, c'est que c'est sans doute Peter Pettigrew qui la lui a rapporté, puisque c'est lui qui est parti à sa recherche après les événements du prisonnier d'Azkaban. Il retourne vers Voldemort pour qu'il le protège de ses anciens amis, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais alors la question maintenant, c'est quand et comment Peter Pettigrew a pu la récupérer? Et ce dont on est sûr d'abord, c'est qu'il ne pouvait pas l'avoir sur lui pendant les 12 années qu'il a passées auprès de Ron, quand il était sous sa forme de rat et qu'il se faisait appeler Croutard. Parce que ok, quand on utilise son pouvoir d'animagus et qu'on se transforme en animal, il semblerait qu'on garde sa baguette sur soi, étant donné qu'on voit bien à plusieurs reprises que quand Sirius se transforme en chien et qu'après il reprend sa forme humaine, il a toujours sa baguette sur lui, sauf que pour Cutver, c'est pas possible. Il avait sûrement aucune baguette sur lui, donc certainement pas celle de Voldemort, puisque juste après avoir été démasqué dans le prisonnier d'Azkaban, au moment où Lupin se change en loup-garou, il a eu besoin d'aller piquer la baguette de Lupin pour se transformer. Ce qui veut bien dire qu'il n'avait pas de baguette sur lui à ce moment-là, sinon il n'aurait pas eu besoin de s'embêter à aller chercher celle-là. Donc c'est sûr, il avait pas la baguette de Voldemort sur lui. Bah oui, mais peut-être qu'il l'avait cachée quelque part et que c'est pour ça qu'il l'avait pas sur lui. Oui, ça pourrait, sauf que n'oubliez pas, c'est Sirius et Hagrid qui sont arrivés les premiers sur place à Godric's Hollow. Donc c'est forcément l'un des deux qui a ramassé la baguette de Voldemort. Alors est-ce que c'est Sirius Black? Bah non, parce que direct après, il est allé à Azkaban et s'il avait eu la baguette de Voldemort sur lui, le ministère l'aurait sans doute récupérée, et alors là, je vois vraiment pas comment Cutver aurait pu s'y prendre pour la reprendre dans ce cas. Donc c'est forcément Hagrid qui l'a ramassée, et donc c'est Hagrid qui la possède a priori. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que souvenez-vous, à un moment donné, Croutard disparaît. Ron ne le retrouve plus parce qu'il sait plus où il est passé, et il accuse même Patenron de l'avoir mangé. Mais au final, un petit peu plus tard, il finit par le retrouver, et où finit-il par le retrouver? Oui, bingo, dans la maison de Hagrid. Qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'il était à la recherche de la baguette de son maître? Non, je ne pense pas. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est là que se trouve le lien entre la mort de Voldemort à Godric's Hollow et le fait que Voldemort ait pu récupérer sa baguette. C'est le seul moyen pour que Voldemort puisse la récupérer. C'est parce que sa baguette était ici, chez Hagrid, dans sa cabane. Et vous savez quoi? Je vais vous raconter ce qui s'est probablement passé. Peter Pettigrew, en se cachant dans la maison de Hagrid, est tombé par hasard sur la baguette de Voldemort, qui avait été ramassée par Hagrid, mais il ne l'a pas prise tout de suite. Parce que comme à ce moment-là, il n'avait pas encore été démasqué, il n'avait pas encore de raison de la prendre. Pour l'instant, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est se cacher de Sirius Black qui est à sa recherche. Et la meilleure cachette qu'il a pu trouver, c'est la maison de Hagrid. En plus, ça tombe bien, Hagrid, c'est le mec qui prend soin des animaux, c'est le mec qui a toujours à bouffer chez lui. C'est une super bonne cachette, la maison de Hagrid, quand on est un rat. Mais au moment où il s'est fait avoir, au moment où il a été démasqué, au moment où il s'est transformé en rat pendant que Lupin se transformait en loup-garou, il n'avait plus le choix, il devait partir à la recherche de Voldemort pour se mettre sous sa protection. Sauf qu'il ne pouvait clairement pas arriver les mains vides. Non, parce que quelque part, c'est aussi un peu de sa faute à lui si Voldemort a perdu son corps. Parce que je vous rappelle que c'est lui qui a dit à Voldemort où se cachaient les Potter. Donc avant de partir à la recherche de Voldemort, il a fait un petit détour par la maison de Hagrid, dans laquelle il a repris la baguette de Voldemort, et une fois qu'il l'avait, c'est bon, il était prêt, il pouvait partir à la recherche de son maître. Ok, je veux bien, mais comment ça se fait dans ce cas que ce soit Hagrid qui ait la baguette? Moi j'aurais quand même pensé qu'il l'aurait plutôt donné à Dumbledore par exemple. Oui, c'est vrai, Hagrid n'aurait sans doute jamais menti à Dumbledore, et il y a de fortes chances que s'il a trouvé la baguette de Voldemort, il lui a dit. Hagrid est forcément allé voir Dumbledore pour lui montrer qu'il avait trouvé la baguette. Néanmoins, je trouve que ça ressemblerait aussi quand même pas mal à Dumbledore de demander à Hagrid de la garder. Déjà parce qu'il a une confiance absolue en Hagrid, hein, ça c'est indéniable. Il lui fait assez confiance pour lui demander d'aller chercher Harry à Godric's Hollow, pour lui demander de revenir le chercher 10 ans plus tard pour qu'il aille à Poudlard, et surtout il lui fait assez confiance pour lui confier la mission de ramener la pierre philosophale. Donc clairement, il aurait carrément pu demander à Hagrid de garder avec
avec lui la baguette de Voldemort. En particulier quand on sait que ce serait une belle revanche sur Voldemort, parce que souvenez-vous, c'est à cause de Tom Jedusor que Hagrid s'est fait casser sa baguette par le ministère, et qu'il n'a plus le droit d'exercer la magie. Donc ce serait vraiment une belle revanche pour lui de priver Voldemort de ce qu'il lui a pris lui aussi. Voilà comment Voldemort a pu récupérer sa baguette dans le cimetière de Little Ungleton, et ça fait 4-0 pour nous, on a gagné! Non! Comment avez-vous pu? Vous n'avez pas le droit! Je suis Vladimir Tourbillon des étoiles! Je suis invincible! Eh ben, il faut croire que non. Bon alors, on disait combat à mort, je crois, non? C'est ça, faites les malins tous les deux! N'empêche que rira bien qui rira le dernier! Disparition! Et ben voilà, ça c'est fait. Et ouais, une bonne chose de faite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui va s'afficher au milieu de votre écran juste après la scène post-générique, parce que oui, restez 2 minutes, il y a une scène post-générique juste après. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vais aussi vous proposer 2 autres vidéos que vous pourrez aller voir, qui sont toutes les 2 sur Harry Potter, donc n'hésitez pas à les regarder. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine, et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, je vous fais tout plein de gros bisous, c'était XionXS, à la prochaine, et ciao! Alors, c'est fait. Non, monsieur, il semblerait que j'ai échoué. Échoué. Ils sont bien plus coriaces que prévu. Aucun de mes mystères ne leur a posé le moindre problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu ne fais plus rien. Reste en dehors de ça. Je vais m'occuper personnellement d'NXS.